Au Moyen-Âge, payer des soldats semblait être une solution pratique, jusqu'au jour où ces hommes armés ont compris qu'ils pouvaient faire pression sur des villes, des régions entières et parfois même sur des royaumes. Bienvenue dans l'univers des compagnies libres. La guerre se paye. Quand on parle des mercenaires en Italie, on pense souvent immédiatement à la Renaissance, aux grandes cités riches, à l'argent qui circule et à ces capitaines célèbres qui passent d'un camp à l'autre. Pourtant, cette manière de faire la guerre ne naît pas soudainement en Italie et elle n'apparaît pas non plus du jour au lendemain. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut remonter au XIIe siècle et observer comment l'Europe évolue lentement, presque sans que les contemporains ne s'en rendent compte. À cette époque, les villes commencent à se développer plus rapidement qu'auparavant. Le commerce s'intensifie, les routes sont plus fréquentées et les échanges deviennent plus réguliers. Cette croissance ne signifie pas que tout va bien, mais elle crée de nouveaux équilibres et surtout de nouveaux besoins. Une ville qui grandit doit se protéger davantage parce qu'elle concentre désormais des hommes, des marchandises, des ateliers et des réserves. Elle fait donc construire des murs plus épais, des portes plus solides et des tours mieux défendues. Or, défendre une ville ou un château ne consiste pas simplement à rassembler des combattants pour une bataille ponctuelle. Cela demande une présence continue, parfois pendant des mois, voire des années, ce qui pose rapidement un problème au système féodal classique. Les obligations féodales fonctionnent pour des campagnes courtes, mais elles deviennent inefficaces dès que la guerre s'installe dans la durée. On ne peut pas demander à des hommes mobilisés pour quelques semaines de tenir une garnison tout l'hiver ou de surveiller une frontière en permanence. C'est pour cette raison que l'idée de payer des soldats s'impose progressivement, non pas par modernité ou par rupture idéologique, mais simplement parce que c'est la solution la plus pratique. Dans ce contexte, l'infanterie prend une importance nouvelle. Ces soldats à pied ne sont pas valorisés dans l'imaginaire chevaleresque, mais ils deviennent indispensables car ce sont eux qui montent la garde, tiennent les remparts, escortent les convois ou bien participent au siège. Peu à peu, certains de ces hommes cessent d'être des combattants occasionnels et font de la guerre leur activité principale. Le problème, c'est que ces soldats payés, armés et mobiles, ne disparaissent pas lorsque la guerre se termine ou lorsque l'argent manque. Quand la solde n'arrive plus, ils doivent quand même survivre et comme ils savent manier les armes, ils se tournent naturellement vers la violence pour se procurer ce dont ils ont besoin. C'est ainsi que se forment des groupes organisés que l'on appelle les routiers, un terme qui désigne avant tout des bandes armées structurées capables d'agir de manière autonome. On associe souvent les routiers à la guerre de 100 ans, mais ils existent bien avant ce conflit. Dès le XIIe siècle, certains groupes deviennent célèbres pour leur brutalité et leur efficacité. Les Brabançons, par exemple, actifs entre 1166 et 1214, ne cherchent pas principalement l'affrontement direct avec les armées ennemies. Leur objectif est d'attaquer ce qui fait vivre le pays adverse en ravageant les campagnes, en détruisant les récoltes et en coupant les axes de circulation. Cette stratégie vise à affaiblir l'ennemi sur le plan économique et à le contraindre à céder sans forcément livrer bataille. Ces pratiques choquent profondément les autorités, d'autant plus que ces hommes ne sont pas des vagabonds mal équipés. Leur solde leur permet d'acheter de bonnes protections, des casques et des armes efficaces, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Face à cette situation, les pouvoirs tentent de réagir en interdisant le recours aux mercenaires, comme le montre l'accord signé en 1167 entre l'empereur Frédéric Barberousse et le roi de France Louis VII, ou encore la condamnation de ces pratiques par l'Église lors du concile du Latran en 1179. Dans les faits, ces interdictions sont rarement appliquées de manière stricte, car en période de guerre, ces hommes restent extrêmement utiles, d'autant plus que la manière de combattre évolue elle aussi. L'arbalète se diffuse largement et notamment après les croisades, et elle modifie l'équilibre sur les champs de bataille, puisqu'elle permet à des fantassins de menacer directement des chevaliers lourdement équipés. Cette évolution pousse les armées à s'adapter en protégeant davantage les tireurs, en organisant mieux l'infanterie et en renforçant la cavalerie, aussi bien pour les hommes que pour les chevaux. Progressivement, la guerre devient plus complexe, plus coûteuse et plus exigeante sur le plan technique, ce qui renforce encore le recours à des soldats professionnels.
Autrement dit, sans que cela ne soit décidé clairement par qui que ce soit, on entre dans un monde où combattre devient de plus en plus souvent un métier et où le mercenariat s'impose comme une réponse pragmatique aux réalités de la guerre médiévale. Des routiers aux compagnies libres. À la fin du XIIIe siècle, cette transformation de la guerre devient visible très concrètement sur les champs de bataille. Les affrontements ne reposent plus uniquement sur le choc frontal entre chevaliers, mais sur une organisation plus large, où chaque type de combattant a un rôle précis. La bataille de Campaldino, en 1289, en est une bonne illustration, non pas parce qu'elle serait exceptionnelle, mais justement parce qu'elle montre une guerre devenue plus structurée, plus collective et moins dépendante d'exploits individuels. On y voit des troupes à pied, des combattants équipés d'armes de jet, des cavaliers lourds et des réserves utilisées au bon moment. La victoire ne vient pas d'un geste héroïque isolé, mais d'une coordination efficace entre plusieurs types de forces. Ce genre de bataille confirme que les soldats professionnels, capables de manœuvrer ensemble et de tenir leur position, sont devenus indispensables. Pourtant, malgré cette efficacité, les routiers commencent à perdre de l'importance dans plusieurs régions d'Europe entre le milieu du XIIIe siècle et le début du XIVe. Les raisons varient selon les contextes. Dans certains territoires, les périodes de paix relatives réduisent temporairement le besoin de troupes payées. Ailleurs, les autorités cherchent à reprendre la main en limitant le recours à ces combattants jugés instables. Il arrive aussi que certaines évolutions militaires, notamment le renforcement de la cavalerie lourde, rendent ces bandes plus vulnérables lors de combats ouverts. Mais cette disparition est trompeuse. En réalité, le phénomène ne s'éteint pas vraiment. Il se met en attente, prêt à réapparaître dès que les conditions s'y prêtent. Et ces conditions vont se réunir avec un conflit d'une ampleur inédite, la guerre de Cent Ans. À partir de 1337, la guerre entre la France et l'Angleterre s'installe dans la durée. Et elle n'est pas faite uniquement de grandes batailles, mais d'une succession de campagnes destructrices marquées par les pillages et les déplacements rapides. Les armées ne cherchent pas toujours à affronter directement l'ennemi, elles cherchent aussi à ruiner ses ressources, à semer la terreur et à affaiblir son économie. Dans ce contexte, les chevauchés deviennent une arme à part entière. Ces raids montés, menés sur de longues distances, permettent ainsi de frapper vite et de repartir avant que les forces locales aient le temps de réagir. C'est un terrain idéal pour des combattants autonomes, habitués à vivre de la guerre et capables de s'organiser sans dépendre d'une armée régulière. Lorsque Édouard III se proclame roi de France en 1340 et intensifie ses campagnes, la situation du royaume de France se fragilise encore davantage, surtout après des défaites majeures comme Crécy en 1346 et Poitiers en 1356. Dans ce climat d'insécurité, des groupes armés comprennent très vite qu'il est possible d'exploiter la faiblesse de l'autorité royale, notamment dans les campagnes. C'est à partir des années 1360 que les sources parlent de plus en plus clairement de compagnies libres. Il ne s'agit pas d'un projet politique ou d'une remise en cause consciente de l'ordre féodal, mais d'une logique très pragmatique. En effet, se regrouper en grand nombre permet de piller plus efficacement, de mieux se défendre et surtout d'imposer ses conditions aux populations locales. Ces compagnies rassemblent des hommes venus de régions et de pays différents qui conservent souvent leur identité d'origine tout en mettant en commun leurs forces. Elles ont un chef, mais ce n'est pas encore un commandement absolu. Il est généralement accepté par les autres comme un premier parmi ses pairs, ce qui reflète une organisation encore relativement collective. Après la défaite de Brétigny en 1360, la situation empire encore. La guerre connaît une pause, mais des milliers de soldats se retrouvent sans solde, sans emploi et toujours armés. Beaucoup sont montés, donc capables de parcourir rapidement de grandes distances, ce qui leur permet de frapper des zones mal protégées avant de disparaître. Les campagnes françaises deviennent alors un espace de prédation quasi permanent. Face à ce chaos, une région attire progressivement l'attention de ces compagnies, non pas parce qu'elle est plus faible militairement, mais parce qu'elle combine deux éléments essentiels pour des mercenaires, la richesse et la division politique. Et cette région, c'est l'Italie. L'Italie et le mercenariat. Lorsque les grandes compagnies arrivent en Italie, elles ne pénètrent pas dans un État unifié, mais dans un ensemble de villes et de principautés aux intérêts souvent contradictoires.
Les alliances sont fragiles, les rivalités nombreuses et les conflits locaux fréquents. Pourtant, malgré cette instabilité politique, certaines cités italiennes disposent de ressources considérables. Florence, Venise, Gênes ou bien Milan sont au cœur des grands échanges commerciaux. Elles bénéficient de réseaux marchands étendus, de systèmes bancaires efficaces et d'une capacité à lever des fonds que peu d'autres régions d'Europe peuvent égaler. Pour des mercenaires, cette richesse représente une opportunité évidente, car elle garantit des soldes régulières et parfois très élevés. Mais engager des mercenaires n'est jamais un acte neutre. Ces hommes ne se contentent pas de combattre, ils observent, analysent et comprennent rapidement les faiblesses de ceux qui les emploient. Ils voient les divisions internes, les tensions politiques et les hésitations stratégiques. Dans certains cas, ils n'ont même pas besoin de livrer bataille pour obtenir ce qu'ils veulent, la menace suffit. Il arrive ainsi que des compagnies entrent sur un territoire, fassent clairement savoir qu'elles sont présentes, puis attendent qu'on les paie pour repartir. Sur le moment, cette solution semble préférable à un affrontement direct, surtout pour une ville qui cherche avant tout à protéger ses richesses. Le problème, c'est que cette stratégie fonctionne trop bien. Chaque paiement devient un signal qui attire d'autres compagnies convaincues qu'elles pourront obtenir le même résultat. À cela s'ajoute le fait que les cités italiennes réagissent rarement de manière coordonnée. Les rivalités internes, les intérêts économiques divergents et les luttes de pouvoir local empêchent souvent une réponse collective efficace. Les compagnies exploitent ces divisions, passant d'un territoire à l'autre et jouant des désaccords entre les villes. Cependant, cette situation ne peut pas durer indéfiniment. À partir de la fin du XIVe siècle, certaines puissances italiennes commencent à se renforcer sur le plan politique et administratif. Elles centralisent davantage leur autorité, structurent leurs finances et comprennent qu'elles ne peuvent plus gérer la guerre de manière improvisée. Peu à peu, elles cherchent à stabiliser la violence plutôt qu'à la subir. C'est dans ce contexte qu'apparaît une évolution décisive du mercenariat. Au lieu de contracter avec une compagnie entière, les États italiens commencent à signer des accords avec un seul homme, un capitaine chargé de recruter, d'organiser et de commander les troupes. Ce changement peut sembler technique, mais il modifie profondément l'équilibre du pouvoir. Ce capitaine, désormais lié par contrat à un État, concentre l'autorité militaire entre ses mains. Il n'est plus simplement un chef accepté par ses pairs, il devient un véritable commandant responsable devant son employeur. C'est la naissance du condottiere, un terme issu de condotta qui désigne précisément ce contrat. Des figures comme John Hawkwood illustrent bien cette transition. Ancien chef de compagnie, il finit par s'attacher durablement à la cité de Florence, montrant que le mercenaire peut devenir un acteur stable du jeu politique italien, et non plus seulement un pillard de passage. Au XVe siècle, cette transformation est pleinement accomplie. Les condottieri ne sont plus perçus uniquement comme des soldats payés, mais comme des chefs militaires de premier plan. Ils sont célébrés par les artistes, redoutés par leurs ennemis, et parfois même à l'origine de nouvelles dynasties. Certains acquièrent des terres, des titres et une influence politique durable. L'âge des grandes compagnies touche alors à sa fin. Il laisse place à un mercenariat plus encadré, plus institutionnalisé, mais aussi plus étroitement lié aux États. Au fond, cette évolution raconte une chose simple. Lorsque la guerre devient longue, coûteuse et complexe, les sociétés cherchent à la contrôler, non pas en la supprimant, mais en l'organisant. Et en Italie, cette organisation prend le visage du condottiere. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou à utiliser le bouton merci de YouTube. En tous les cas, merci pour votre soutien et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.